Estamos esta mañana, cuando dijimos que cómo íbamos a celebrar los 20 años de la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, utilizamos una palabra, o una frase más bien, que es aunque es cristiano y la palabra es muy del cristianismo, pero el profesor no es un radical ni un fanático. Hoy estamos renovando votos por el pensamiento, renovando votos por la libertad, renovando votos por la crítica y el derecho a ella, renovando votos en contra de los pensamientos hegemónicos, por buenos que estos parezcan, porque cuando los pensamientos se vuelven hegemónicos empiezan a morirse. Entonces, cuando pensamos en cómo celebrar estos 20 años del Ateneo Porfirio Barba Jacob, pensamos también en ese poema que Porfirio recuerda que él era una llama al viento. El poema es bastante frágil al final porque dice, y el viento la apagó. Pero de pronto, mientras dure, mientras que estemos, pues ojalá que no se apague. Y en parte este encuentro con el profesor Onfray es para que la llama siga viva. Y por eso así estamos celebrando los 20 años de la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. Y por eso todos los que están aquí, profesor, todos han puesto algo para que esa llama siga viva durante todos estos años. Cada uno de ustedes hace posible que la llama al viento, que hace posible que el profesor esté acá, también su bella voluntad. Le tocamos mucho la puerta, le agradecemos mucho a la señora Dorotea, con quien todo el tiempo estuvimos haciendo correos electrónicos para que hablara con el profesor, y les recuerdo a ellos dos y a ustedes se los cuento que el día 2 de octubre del año pasado, cuando por fin nos dijeron que sí iban a venir, yo les expresé a ellos que nos habían ocasionado, como dice Gesualdo Bufalino, el orgasmo de las lágrimas. El orgasmo de las lágrimas, porque sabemos que aquí hay muchas personas, no solamente nosotros, que queremos, necesitamos y suscribimos muchas de las ideas que el profesor propone como una filosofía, ¿cierto? Una vida imbricada con la filosofía, y una vida que vive la filosofía y apuesta por ella. Bueno, sin más, agradecemos muy especialmente a la Secretaria de Cultura Ciudadana, María del Rosario Escobar, quien, gracias a ella también es posible, y gracias a Mayo por la Vida, que también hace posible este encuentro, la idea de la relación entre el Estado, la cultura, a veces es buena, a veces es de mirarse de reojo, a veces es de saludarse de lejitos, a veces son abrazos. Nunca es bueno que la gente de la cultura estemos demasiado cerca de la gente del poder. Je remercie Nestor, je remercie également Maurizio pour la présentation, et je disais à Nestor que je reviendrai dans 20 ans, si Dieu me prête vie, mais comme je ne crois pas en Dieu, je prends Paris, qu'on en reparlera, on verra d'ici là. Je souhaitais dans cette deuxième conférence répondre à la question comment peut-on être anarchiste aujourd'hui, en sachant que le mot anarchiste est très connoté en France, en Occident, plutôt connoté négativement. Négativement parce qu'il y a eu les attentats anarchistes, dits anarchistes, dans les années 80 du 19e siècle, et qui étaient autant d'occasions pour un certain nombre d'individus de recourir à la violence gratuite, qui permettait par exemple d'envoyer des bombes dans des restaurants très chics, les restaurants très chics de l'époque. Je peux comprendre cette colère, je ne comprends pas cette violence-là, toujours est-il que je n'ai jamais cru que cette violence puisse accélérer la victoire du prolétariat ou le bonheur du peuple. Il y a eu Ravachol,
qui a considéré également que ces actions qui relevaient du droit commun étaient des actions politiques. Donc effectivement, il y a une mauvaise réputation associée au nom de l'anarchiste ou de l'anarchisme, une mauvaise réputation qui est liée à la bombe, à la terreur, au terrorisme et à la violence. Il y a une deuxième mauvaise réputation qui est d'associer à la définition de ce terme. Un anarchiste, c'est un défenseur du désordre, c'est quelqu'un qui voudrait le désordre. Or, le désordre suppose qu'on y réfléchisse, il y a un ordre libertaire. Vu du côté des bourgeois, effectivement, ce que proposent les anarchistes, c'est du désordre. Mais vu du côté des anarchistes, ce que les bourgeois proposent, c'est du désordre. Le capitalisme, c'est l'ordre du désordre. Et on peut imaginer effectivement qu'il y a une positivité anarchiste et qu'elle est moins une logique de désordre qu'une logique d'ordre nouveau. La troisième chose qui fait qu'on a du mal à penser l'anarchie ou l'anarchisme, c'est qu'elle a souvent été très négative. Et ce, parce qu'il y a eu Bakounine et la puissance de Bakounine et la puissance de la négativité chez Bakounine, l'éloge de la destruction, le goût de la destruction, la célébration de la fin d'un vieux monde ou d'un ancien monde, et la partie positive de l'anarchie reste assez invisible. C'est la partie immergée de l'iceberg. On connaît la passion qu'ont les anarchistes pour être contre l'armée, contre l'État, contre l'argent, contre le bourgeois, contre les pouvoirs, contre etc., etc. Mais ils sont pour quoi? Ils sont rarement pour grand-chose. Et l'impositivité est souvent très invisible. Il y a une quarantaine d'œuvres pour l'œuvre complète de Proudhon, et il est l'un des rares à avoir été vraiment positif. Il y a une anarchie positive chez Proudhon. Et c'est ce qui m'intéresserait aujourd'hui, c'est-à-dire dépasser les vieilles définitions de l'anarchie et de l'anarchisme pour proposer ce que j'ai appelé, en reprenant un concept venu des États-Unis, un post-anarchisme, dont je vous dirai au fur et à mesure ce qu'il est susceptible d'être ou de devenir. Il y a quelque chose dont souffre également la pensée anarchiste, c'est d'être figé et cristallisé dans une histoire dont on ne fait pas l'histoire. J'en ai parlé hier pour ceux qui étaient là, et à propos de la philosophie, on fait l'histoire de la philosophie, mais rarement l'histoire de la philosophie. Il en va de même avec l'anarchie, on fait l'histoire de l'anarchie, mais rarement l'histoire de l'anarchie. Or, faire l'histoire de l'anarchie, c'est voir que souvent, les historiographes de l'anarchie sont des gens qui se sont contentés de reprendre les autres histoires pour résumer les histoires et en faire leur propre histoire. Ça n'est pas faire œuvre de philosophe, ça n'est pas faire œuvre d'historien, ça n'est pas faire œuvre tout court de faire des histoires à partir des histoires. Il faut faire des histoires à partir d'une lecture nouvelle. Et cette lecture nouvelle, elle n'a pas été faite en ce qui concerne l'anarchie. Et globalement, quels que soient les ouvrages consacrés à l'histoire de l'anarchie, globalement, on vous dit qu'elle n'existe pas avant le mot, ce qui est une bêtise. Il y a des existences des faits avant que les mots ne les qualifient. Et c'est parce qu'un jour les faits ont existé suffisamment longtemps qu'on finit par les qualifier et leur donner un nom. Donc les faits préexistent le mot. Et si le mot anarchie date de 1840, l'anarchie préexiste évidemment 1840 et le 19e siècle, puisque je définirais l'anarchie comme un comportement dans une société, plutôt que comme un projet de société. Donc les histoires de l'anarchie nous disent il y a vaguement des anarchistes en herbe, du côté de Diogène, du côté de Rabelais, l'abbaye de Thélème fait ce que voudra, dit Rabelais. Un petit peu plus tard, la Boétie, je vais vous en parler tout à l'heure, discours de la servitude volontaire ou sur la servitude volontaire. Et puis on arrive directement à Owen, au prédécesseur de Proudhon, Godwin, non pas Owen. Et William Godwin est présenté comme un anarchiste, ce qu'il n'est pas. Par la suite, on nous présente Stirner comme un anarchiste, ce qu'il n'est pas. Et on fait souvent silence sur l'anarchisme français des Sébastien Faure ou des Jean Grave, des individus que très peu de gens connaissent et qui pourtant ont pensé l'anarchie de manière très concrète.
L'histoire de l'anarchie, elle est faite à partir de Hegel, de l'hegelianisme et de cette philosophie de l'histoire du XIXe siècle qui a rendu possible Marx. C'est-à-dire que Bakounine et Marx ne sont pas si éloignés que ça l'un de l'autre. Leur projet de société est le même. Ils diffèrent sur la méthode. Marx pense qu'il faut une avant-garde éclairée du prolétariat. Il pense également, enfin c'est pas tant lui qui le pense que Lénine qui le pensera après lui, mais la chose est déjà en germe chez Marx, qu'il faudrait organiser le prolétariat en partie pour que cette avant-garde éclairée puisse accélérer la révolution, dont on nous dit pourtant qu'elle est inéluctable. Bakounine, lui, ne croit pas à l'avant-garde éclairée du prolétariat, il croit au soulèvement des masses exploitées, des pauvres, des jeunes, des chômeurs, des miséreux, des clochards, des prisonniers, des sans-grades, enfin de tous ces gens qui seraient porteurs d'une négativité qu'ils voudraient voir à l'œuvre pour réaliser une société nouvelle. Ce que je vous propose, j'allais dire ce soir, mais je suis un peu resté à l'heure française ce matin, ce que je vous propose ce matin, c'est d'être anarchiste avec la pensée anarchiste. C'est-à-dire de ne pas réciter le catéchisme anarchiste, mais de penser l'anarchie à nouveau frais, parce que nous n'en avons pas encore mesuré les potentialités. Donc la réponse à cette question, comment peut-on être rebelle dans un monde comme celui-ci, suppose que nous puissions définir ce qu'est le rebelle et la rébellion, et ce qu'est ce monde-ci, bien sûr. Ceci en forme de présentation ou d'introduction, je démarrerai en vous proposant une problématique qui est en fait une dialectique. Il faut réfléchir à ce qu'est le citoyen. Il y a deux façons d'être citoyen. Je dirais, on peut être citoyen par dilution de l'individu dans la communauté, mais pour la communauté, on peut être également un défenseur de cette idée que le citoyen doit l'être par scission avec la communauté, pour la communauté aussi. Donc on peut être citoyen d'une part, comme Rousseau nous y invite, l'individu se perd dans la communauté, il constitue la communauté. On peut être citoyen comme Alain, le philosophe Alain, l'auteur d'un très beau livre qui s'appelle « Le citoyen contre les pouvoirs ». On peut l'être en considérant qu'il faut se mettre en marge de la société, mais dans la société. Vivre comme un exilé intérieur dans la société. Quelques mots sur la fabrication du contrat social chez Rousseau et sur la volonté générale, puisque c'est le mécanisme qui constitue la communauté, et qu'un anarchiste qui se respecte devrait repenser la question du contrat social, la penser et la repenser. Rousseau nous dit la volonté générale n'est pas la somme des volontés particulières. C'est pas en faisant la somme des expressions singulières que nous constituons une volonté générale. C'est la grande erreur de nos démocraties parlementaires et représentatives de croire que quand on a fait une édition, on aura créé une volonté générale. Il y a volonté générale, nous dit Rousseau, quand nous nous déterminons singulièrement, individuellement, non pas en fonction de nos intérêts singuliers et individuels, mais en fonction du bien de la communauté. C'est la res publica, la chose publique, la république. C'est-à-dire que Rousseau n'oppose pas la république à la monarchie. Il dit même que la monarchie peut être républicaine. Elle peut être républicaine si elle se propose la constitution d'une chose publique. Donc en ce sens, il y a république, et vous verrez tout à l'heure qu'on peut parler d'une république libertaire en ce sens, il y a république quand nous nous exprimons, mais en fonction de l'intérêt général. Je ne dis pas ce que je souhaite pour moi, mon petit intérêt personnel, mais je dis ce qui est bon pour la cité, la société ou la communauté. C'est ainsi que je constitue le contrat, c'est ainsi que je constitue la communauté. Il y a une possibilité, quand on a contracté, c'est-à-dire quand on a renoncé à une partie de sa volonté, de son vouloir et de sa puissance, il y a une possibilité de se rétracter si la communauté qui a créé une souveraineté n'est pas respectée par le souverain. C'est-à-dire si vous avez voté pour quelqu'un qui ne réalise pas ses promesses, qui vous trompe, qui vous trahit. Donc vous pouvez reprendre votre voix. Vous avez donné votre voix, vous renoncez à votre voix, vous constituez une communauté, mais si la communauté constituée, c'est-à-dire ce qu'on appelle le souverain c'est la communauté, c'est pas l'individu qui l'incarne. Si le souverain, via celui qui l'incarne pour le coup,
ne respecte pas ce pourquoi vous avez donné votre voix, alors vous avez la possibilité de reprendre votre voix. C'est le droit à la révolte, c'est le droit à l'insubordination, c'est le droit à l'insurrection. Alain, lui, est un philosophe qui, au XXe siècle, propose une pensée qu'on appelle radicale. C'est le courant d'un parti politique qui existe toujours en France, parti radical. Et ce radicalisme, radical-socialisme, dit-on, se constitue en regard du marxisme et de la dilution que le marxisme propose de l'individu dans la communauté. La pensée d'Alain est une pensée de l'individu. Il nous dit que l'individu est la pierre d'achoppement de toute vérité démocratique et qu'un libertaire, c'est quelqu'un qui défend la liberté de l'individu. C'est donc une dialectique que je vous propose comme problématique, et cette dialectique, elle est constituer une communauté par la dilution de l'individu dans le tout, ou alors constituer une communauté, mais rester indépendant, comme un individu, qui reste soucieux de la communauté, mais pas prisonnier de la communauté. C'est donc la bonne distance qu'il faut trouver entre un rousseauisme dont le danger consiste à nier l'individu et la philosophie d'Alain qui risque d'être plutôt pragmatique, qui compose avec le pouvoir. Je voudrais prendre 2 ou 3 moments, 3 pour être précis dans l'histoire, qui nous permettront de voir comment s'articule cette dialectique entre, disons, le pouvoir et la puissance. Il y a puissance quand il y a un pouvoir qui n'est pas institutionnel. Il y a pouvoir quand la puissance s'est institutionnalisée. Et cette histoire de la dialectique du pouvoir et de la puissance, elle est manifeste dans l'anecdote qui concerne Diogène de Sinope, philosophe cynique, et Alexandre le Grand, l'empereur que vous savez. L'empereur, à l'époque, dispose d'un empire extraordinaire qui s'étend sur de vastes distances. Et Alexandre a entendu parler de Diogène, dont on dit qu'il vit dans un tonneau. Diogène ne vit pas dans un tonneau, le tonneau est une invention gauloise, et donc une invention postérieure à l'existence de Diogène, mais Diogène vit dans une amphore, une grande amphore à huile ou une grande amphore à vin. Et il vit là parce qu'il a renoncé à ce qui fait courir le monde entier. En ce sens, il est dans l'esprit libertaire, puisqu'il renonce aux honneurs, au pouvoir, à l'argent, aux richesses, à la réputation. Il refuse ce qu'on appellerait aujourd'hui, ce qui n'existait évidemment pas à l'époque, mais il refuse la société de consommation. Un vêtement, c'est fait pour s'habiller, pour se protéger des intempéries, du froid, de l'hiver, du chaud, l'été. Ça permet d'éviter le gel, ça permet d'éviter les chiens errants, les morsures, les blessures des animaux sauvages. C'est tout. On n'a pas besoin de faire des excès de vêtements, des excès d'habits ou des excès de garde-robe. La nourriture, ça permet juste d'apaiser la soif et la faim. Pas besoin d'aller chercher des grands plats, des grands mets, des grands vins. On se suffit de ce que la nature nous donne. De l'eau à la fontaine, dans les ruisseaux, et puis quelques baies sauvages qu'on va récupérer dans la nature. Un jour, Diogène il a dans sa besace une petite écuelle avec laquelle il récupère de l'eau dans les fontaines, et un jour il voit un enfant boire dans ses mains, avec ses mains, même ses mains. Et Diogène jette son écuelle en se disant qu'il est bien sot d'avoir passé autant d'années à s'encombrer d'un instrument qui était autant inutile. On dirait de Diogène aujourd'hui qu'il était un décroissant. C'est quelqu'un qui invente effectivement un type de rapport au monde qui ne passe pas du tout par l'avoir, pas besoin de posséder. Tout ce que nous possédons nous possède. Nous sommes possédés par ce que nous possédons. Plus on a, moins on est. Et la philosophie de Diogène, elle est celle donc du détachement à l'endroit des choses de ce monde et à l'endroit du pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît aucun pouvoir, sauf le pouvoir sur soi-même. Diogène dit, le seul vrai pouvoir, c'est le pouvoir sur soi-même. Qui sont ces gens qui prétendent avoir du pouvoir sur autrui et qui n'ont aucun pouvoir sur eux-mêmes? Alexandre a-t-il du pouvoir sur lui-même? Aurait-il du pouvoir sur lui-même qu'il aurait alors la légitimité pour avoir du pouvoir sur autrui? Mais avoir du pouvoir sur soi-même, c'est justement renoncer au pouvoir sur autrui. C'est ce qui fait la sagesse philosophique de Diogène. Et quand Alexandre, qui a entendu parler de cet individu extravagant, vient voir Diogène,
il arrive avec toute sa cour, imaginez un voyage officiel d'Obama, si vous voulez, et avec tous les gens qui l'accompagnent, et il veut voir Diogène. Et il arrive là où est Diogène, Diogène est dans son amphore, et il dit à Diogène, demande-moi ce que tu veux, je peux ce que tu veux. Et Diogène lui dit, ôte-toi de mon soleil. Qu'on pourrait traduire, partir-toi, tu me fais de l'ombre. On imagine ce que peut signifier cette anecdote. Diogène, l'homme de la puissance, mais sûrement pas du pouvoir. Alexandre, homme du pouvoir, mais sûrement pas de la puissance, qui s'entend dire par quelqu'un qui a la puissance que le pouvoir, c'est rien. C'est une façon de dire que, et j'y arriverai tout à l'heure quand je vous parlerai de la Boétie, mais que le pouvoir n'existe que parce qu'on y consent. Si on ne consent pas au pouvoir, le pouvoir n'existe pas. C'est Diogène qui fait Alexandre. Et si Diogène ne veut pas faire Alexandre, Alexandre n'existe pas. Alexandre est ravalé à son état d'humain banal, de semblable à son voisin. Et ça, c'est une première leçon politique libertaire. Faire savoir que le vrai pouvoir, c'est le pouvoir sur soi. Faire savoir que la puissance est supérieure au pouvoir. Faire savoir également que tous les hommes sont égaux et qu'on n'a pas à prendre en considération un chef d'État, un puissant, un député, un sénateur, un ministre. On n'a pas à prendre au sérieux ces individus-là, ni même leurs fonctions, bien sûr, mais simplement penser qu'on est dans un rapport d'égalité avec ces gens-là. Peut-être même de supériorité. Diogène pense que le sage qui a renoncé aux fictions du monde est supérieur à l'homme qui sacrifie aux fictions du monde. Donc c'est déjà un premier comportement libertaire. C'est le tempérament libertaire que le tempérament de Diogène qui oppose la puissance du philosophe sur soi au pouvoir d'Alexandre qui est pouvoir sur autrui et domination sur autrui. Ça c'est un premier temps. Deuxième temps, il oppose Montaigne et la Boétie, et je les opposerai alors qu'on les présente habituellement comme des amis, ce qu'ils étaient, mais Montaigne a beaucoup fictionné l'amitié qu'il a eue avec la Boétie. D'abord, elle n'a pas duré longtemps, 2 ou 3 ans. Ensuite, ils ne se sont pas beaucoup vus, probablement moins d'une dizaine de fois. Ils se sont écrits un certain nombre de lettres, et la Boétie est mort très tôt, à 33 ans, en laissant Montaigne tout seul, et dans sa solitude, Montaigne a réécrit son histoire d'amitié, ou écrit son histoire d'amitié, à la lumière des mythologies romaines de l'époque. On est en pleine période d'humanisme, et l'humanisme de la Renaissance suppose qu'on retrouve les vertus aux cyniques, aux stoïciens, aux épicuriens, à Plutarque et à quelques autres. Donc Montaigne, il réécrit son histoire en disant qu'il a eu une grande histoire d'amitié avec la Boétie, que la Boétie est morte, et que sa conversation lui manque, et qu'il commence les essais pour remplacer la conversation qu'il avait avec la Boétie. Ils se parlaient, ils échangeaient, ils ne peuvent plus se parler, ils ne peuvent plus échanger, alors il écrira ses essais, Montaigne, et il nous dit dès le départ qu'au milieu, il intégrera un texte de la Boétie. Et c'est ce petit texte qui est, à mon avis, le mode d'emploi libertaire pour toutes les époques. C'est ce petit texte de la Boétie qui s'appelle « Discours de la servitude volontaire », sur la servitude volontaire. Montaigne est un conservateur en politique. C'est quelqu'un qui n'aime pas ce qu'il appelle la novelleté, c'est-à-dire la nouveauté. Il considère que si nous avons, au fil des temps, construit une civilisation, une culture, avec des valeurs, avec des vertus, eh bien il faut se contenter de ça. Il faut tâcher de ne pas défaire le monde et éviter de vouloir faire un autre monde. C'est un conservateur. La Boétie, c'est très exactement le contraire. C'est un révolutionnaire, au sens noble du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui pense le pouvoir et qui nous dit ce que nous pouvons faire avec le pouvoir. La Boétie nous dit les pouvoirs n'existent que parce que nous les constituons. Nous, c'est-à-dire ceux sur lesquels le pouvoir s'exerce. Le pouvoir d'Alexandre ne vient pas d'en haut, il ne vient pas de Dieu, il ne vient pas d'une onction démocratique, d'une élection, quoi que ce soit. Le pouvoir, il vient de ceux sur lesquels il s'exerce. Le pouvoir d'Alexandre vient du consentement que les sujets d'Alexandre manifestent à l'endroit de son pouvoir.
D'où cette phrase magnifique, qui pour moi est l'impératif catégorique du libertaire. Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libre. Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libre. Phrase extraordinaire, parce qu'elle est extrêmement simple, et que c'est un programme extrêmement simple aussi. C'est un programme qu'on peut réaliser ici et maintenant. Pas besoin d'attendre son voisin, la révolution, demain ou après-demain. On peut, ici et maintenant, là où il y a du pouvoir, refuser ce pouvoir en disant qu'on ne le reconnaît pas. S'il y a pouvoir de quelqu'un, c'est parce que nous y consentons. Je fais une parenthèse pour dire qu'il y a un très beau petit film que j'aime beaucoup qui s'appelle Zéro de conduite, de Jean Vigo, cinéaste anarchiste, qui est mort très tôt, trop tôt, qui a filmé La Talente, un deuxième film, et c'est à peu près tout, un petit court-métrage sur Nice, sur la promenade des Anglais à Nice, et j'ai été pensionnaire, moi j'ai été placé dans un orphelinat quand j'avais 10 ans, et je sais ce que c'est que la pension, je sais ce que c'est que le pouvoir, et Zéro de conduite montre comment des enfants un jour se rebellent contre le pouvoir de l'institution, contre le pouvoir de l'école. Et on découvre que le pouvoir, effectivement, n'existe que parce qu'on y consent. Si les élèves ne consentent plus au pouvoir, il n'y a plus de pouvoir. Et les enseignants le savent aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe en Colombie, mais en France, les enfants qui ont cessé de respecter l'enseignant ont bien compris qu'ils avaient tous les pouvoirs et qu'on ne pouvait rien faire contre eux. S'ils ont décidé de ne pas travailler, s'ils ont décidé que, même si on les envoie par le surveillant général, ça ne changera rien du tout, même si on les met à la porte 2 jours, ça ne changera rien du tout non plus, ils ont le pouvoir. Cette leçon de Jean Vigo est extrêmement intéressante, c'est la leçon de la Boétie, soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libre. Montaigne qui nous avait dit qu'il intégrerait ce petit texte, dont il nous dit qu'il a été écrit par la Boétie quand il avait 17 ans, probablement pour en minorer l'effet. C'est une façon de dire, c'est un texte d'un jeune garçon un peu fougueux et tempétueux, c'est pas un texte sérieux. Montaigne qui nous a dit, je fais un écrin avec les essais, et au milieu de cet écrin, il y aura cette pierre précieuse qui est le discours. Eh bien, Montaigne ne tient pas parole. Ce qui me fait dire que Montaigne n'est pas amical avec son ami, et qu'il est dans la fiction de l'amitié avec la Boétie. Ce texte, il a trop peur de l'effet révolutionnaire et dévastateur qui est le sien. Il a bien compris, Montaigne, que le conservateur qu'il est, c'est-à-dire l'homme qui défend le pouvoir et pas la puissance, et il a bien compris, Montaigne, que la Boétie, il incarnait l'éloge de la puissance et pas du pouvoir. Il dit à chacun d'entre nous, là où il y a du pouvoir, il y a une responsabilité qui est la vôtre, vous y consentez et vous avez tort. C'est-à-dire que le pouvoir des parents sur les enfants, le pouvoir des enseignants sur les élèves, le pouvoir du mari sur la femme, le pouvoir de la famille sur les enfants, le pouvoir du contrôleur, du chef, du contremaître dans votre métier, le pouvoir du personnage qui est votre supérieur hiérarchique, tous ces pouvoirs-là, nous dit la Boétie, ils n'existent que parce que vous y consentez. Donc la responsabilité n'est pas du côté des méchants qui détiennent le pouvoir. Des méchants qu'il faudrait détruire, qu'il faudrait ravager, qu'il faudrait exploiter, exproprier, qu'il faudrait décapiter, qu'il faudrait poursuivre de sa vindicte. Il n'y a pas de haine chez la Boétie. C'est un grand non-violent en ce sens. Et voilà pourquoi il m'intéresse. C'est quelqu'un qui dit, vous soutenez le pouvoir, cessez de le soutenir, et le pouvoir s'effondre de lui-même. Pas besoin d'être violent, il suffit de dire non. Je ne veux pas, je ne fais pas, je ne suis pas d'accord. On n'aura aucun pouvoir contre vous. Ça dépend des endroits, ça dépend des régimes. Il y a des endroits où il faudra payer plus ou moins cher. On peut se retrouver à la porte, on peut se retrouver embêté dans sa carrière, on peut se retrouver en prison, on peut se retrouver en garde à vue, on peut se retrouver dans un camp. Ça dépend des périodes, ça dépend des endroits, ça dépend des histoires, mais le mécanisme reste le même. Vous êtes responsable du pouvoir qui s'exerce sur vous. Ça n'est pas celui qui exerce le pouvoir qui est responsable, c'est vous qui consentez à ce pouvoir-là. C'est révolutionnaire. Et je voudrais constituer ma réponse à la question qui m'est proposée par Nestor et ses amis à partir de ce texte-là. Nous pouvons être des citoyens rebelles aujourd'hui quand nous avons compris ce mécanisme, c'est-à-dire non pas quand nous sommes dans la logique rousseauiste de la constitution d'une communauté, mais quand nous sommes dans la logique d'Alain, qui consiste à dire nous pouvons nous opposer à des pouvoirs quand nous les estimons
illégitime. Je voudrais un troisième temps historique pour pouvoir continuer à placer quelques concepts qui nous permettent de définir l'anarchiste aujourd'hui, le post-anarchiste ou l'anarchiste contemporain. Et c'est encore un couple, comme il y a Diogène Alexandre, il y a le couple La Boétie-Montaigne, et bien il y a le couple Sartre et Camus. Le couple Sartre-Camus, c'est l'opposition entre Marx et Proudhon. Ils rejouent tous les deux l'opposition Marx-Proudhon au XIXe siècle. J'ai fait un débat récemment avec Alain Badiou, il m'a fait l'amitié de me dire que lui et moi, nous rejouions aussi ce vieux débat entre Proudhon et Marx, débat entre Sartre et Camus, débat entre Badiou et Onfray, me disait Badiou. Et de fait, il avait raison, il y a une tradition libertaire, une tradition socialiste libertaire et une tradition socialiste autoritaire. Sartre était dans la tradition socialiste autoritaire. Défenseur de la peine de mort, défenseur de la terreur, défenseur du terrorisme, défenseur de la guillotine, défenseur pour des raisons politiques, défenseur des régimes autoritaires, pourvu qu'ils soient de gauche, défenseur des fascismes, pourvu qu'ils soient communistes, défenseur des dictateurs, pourvu qu'ils se réclament de Marx et du marxisme-léninisme ou de Lénine, défenseur de Mao, défenseur de Kim Il-sung, défenseur de Castro, défenseur des chefs des pays de l'Est, défenseur de l'Union soviétique. Sartre a toujours été du côté du socialisme autoritaire, de ce que Camus appelle le socialisme des barbelés. Camus, lui, incarne cette longue tradition qui va de Diogène à lui-même, en passant par Rabelais. Je ne vais pas parler de Rabelais, mais on ne peut pas parler trop longtemps de la généalogie de la pensée libertaire, mais via la Boétie aussi. Et donc, Camus est quelqu'un qui a compris qu'on pouvait être anarchiste et qu'il suffisait d'aller chercher dans les racines historiques de cette pensée libertaire. Lui, il ne va pas chercher du côté de Bakounine, qu'il critique. Là, je renvoie aux analyses faites dans L'Homme révolté. Il ne va pas chercher du côté du communisme de Bakounine, du communisme libertaire de Kropotkin, pardon, mais il va chercher du côté des Girondins pendant la Révolution française, c'est-à-dire le contraire des Jacobins, le contraire des Montagnards. Non pas le pouvoir centralisé, non pas le pouvoir de Paris, non pas le pouvoir qui viendrait de la capitale au sens étymologique, capitus c'est la tête, comme si la province était le corps, la tête à Paris, le corps en province. Camus nous dit qu'il faut aller voir du côté des Girondins. Et les Girondins sont mal connus, peu connus. Vous connaissez Robespierre, vous connaissez Saint-Just, vous connaissez Mirabeau, vous connaissez Camille Desmoulins, mais vous ne connaissez pas le nom des grands Girondins. D'abord parce qu'ils ont été passés sous silence par l'histoire dominante, qui est une histoire jacobine, et ensuite parce qu'on n'a pas envie de voir qu'il y avait là une tradition libertaire. Cette tradition libertaire, elle est fédéraliste, elle est provinciale, elle est immanente. Et ce sont pour moi les définitions également de la pensée anarchiste. La pensée anarchiste aujourd'hui, elle n'est pas jacobine, elle n'est pas centralisée, elle n'est pas parisienne, mais elle est provinciale, elle est communale. Elle est là où il y a 2 individus, 3 individus. Il y a déjà communauté, il peut y avoir pensée libertaire. Camus ajoute à cette généalogie, en plus des Girondins, la commune. Et la commune est extrêmement intéressante parce que c'est une anti-révolution française. Si la révolution française, c'est 1793. 1793, comme vous le savez, c'est la terreur, et c'est la puissance et le pouvoir de la guillotine. Plus de 20 000 morts. À l'époque, plus de 20 000 morts qui est en temps des ratés en 1789, et qui se servent de la révolution plus qu'ils ne la servent. Je songe à Robespierre, je songe à Saint-Just, Mirabeau, Danton. Ce sont des gens qui n'ont rien fait avant la Révolution française, et que la Révolution française révèle. Cherchez les noms de la commune, vous n'en aurez pas. Sauf les gens qui connaissent bien la commune, mais sinon, la commune, ce n'est pas tel ou tel personnage. Ce ne sont pas les activités de tel ou tel grand nom. La commune, c'est un soulèvement populaire, direct, immanent. Ça n'est pas une révolution idéologique. Elle ne se fait pas avec des intellectuels, elle ne se fait pas avec des livres, elle ne se fait pas avec des bibliothèques, elle ne se fait pas avec des idées. La commune, elle se fait avec des choses concrètes. Il faut donner à manger aux enfants. Il faut envoyer les enfants à l'école. Il faut nourrir les familles. Il faut donner du travail aux ouvriers, aux travailleurs. Il faut baisser le temps de travail. Il faut soigner les gens malades. Il faut les soigner gratuitement. Il faut leur permettre d'avoir des logements décents, dignes, à pas cher, à bas prix, à bon prix. C'est ça la commune.
C'est une révolution libertaire, pratique, concrète, qui rassemble tout ce que le génie libertaire français connaît à l'époque. Vous connaissez l'histoire, Thiers fusille les communards, 20 000 personnes. C'est-à-dire qu'il a fusillé le génie libertaire français. 1793, 20 000 personnes, 1871, 20 000 personnes, 40 000 personnes ont été détruites par des révolutionnaires, des prétendus révolutionnaires en 1793, et par des gens qui n'étaient pas non plus des fascistes, contrairement à ce qu'on a pu dire concernant Thiers. Camus ajoute à cette grande lignée, ou à ce grand lignage, les Girondins, la Commune, la Révolution espagnole, la Confédération nationale du travail, la CNT, et faire de telle sorte que les libertaires ne soient pas toujours écrasés, massacrés, fusillés, déportés, et comment est-ce qu'on peut faire de telle sorte que la pensée libertaire puisse être efficace, concrète, et produire des effets. Il faut pour ce faire définir à nouveau l'anarchie, et voilà pourquoi je vous proposais le terme de post-anarchiste. Un post-anarchiste, c'est quelqu'un qui reste anarchiste, bien évidemment, mais qui considère que l'anarchie n'est pas que chez les anarchistes. Je vais vous parler tout à l'heure d'une histoire de la pensée anarchiste, et bien la plupart du temps elle s'arrête en mai 68. Elle nous dit il y a eu un mouvement relativement libertaire en mai 68 et depuis plus rien. Ce qui est faux. Mai 68 a été partiellement libertaire, mais ça a été aussi trotskiste, ça a été maoïste, ça a été gaulliste, ça a été communiste, ça a été situationniste, enfin ça a été divers et multiples, et plus une crise de civilisation qu'un changement politique véritable. Ce que nous savons, c'est que mai 68 a débouché sur le retour d'un certain De Gaulle au pouvoir, surtout d'un certain gaullisme au pouvoir, et surtout le remplacement de De Gaulle par Pompidou, qui lui a ouvert la porte à la droite qui est devenue libérale. Mai 68 a hérité du libéralisme, c'est-à-dire quelque chose qui était pire encore que le capitalisme paternaliste en amont. Donc il faut parachever mai 68, c'est-à-dire l'achever non pas comme on achève une bête malade, mais se dire que mai 68, ça n'est pas fini. Qu'il y a eu un grand moment de négativité, et que ce grand moment de négativité était positif, parce que les hommes ne parlent plus de la même manière aux femmes ou à leurs épouses, parce que les profs ne parlent plus de la même manière à leurs élèves, parce que les patrons ne parlent plus de la même manière à leurs employés, parce que les riches ne parlent plus de la même manière aux pauvres, parce que les blancs ne parlent plus de la même manière aux noirs, aux étrangers ou aux maghrébins, parce qu'il y a eu effectivement une révolution anti-autoritaire sur le terrain métaphysique et que cette révolution a été une bonne chose. Ce qu'il faut faire, c'est une cartographie du capitalisme. Commencez par ça. Si Marx écrit le Capital, c'est bien pour essayer de voir comment ça marche, le capital et le capitalisme. Je ne suis pas marxiste et je ne l'ai jamais été, et je pense qu'il faut ne pas l'être là où on ne sait même pas qu'on l'est quand on l'est. Je m'explique. C'est-à-dire que quand on pense le capitalisme, on le pense souvent dans les catégories de Marx ou dans les catégories marxistes. Marx nous dit que le capitalisme a une date de naissance, que le capitalisme peut donc avoir une date de décès. Voilà pourquoi il y a des anticapitalistes, même si les anticapitalistes sont incapables de proposer un modèle alternatif au capitalisme. Ce qu'ils proposent n'est pas le dépassement du capitalisme, mais une qualification du capitalisme. Je dis du capitalisme qu'il est la production des richesses par la rareté, et je dis donc du capitalisme qu'il est consubstantiel aux premiers échanges humains. Donc il y a un capitalisme bien avant le Moyen-Âge européen, ce que nous dit, c'est la version de Marx. On peut imaginer que dans les cavernes de l'homme préhistorique, les jolis coquillages sont plus précieux que les coquillages qu'on trouve en quantité. Si vous avez des tonnes de coquillages, ça ne signifie rien, ça ne représente rien, ça ne vaut rien. Si en revanche vous avez une belle pierre, un joli coquillage, ce joli coquillage il est rare, donc il vaut plus dans les échanges. Si vous voulez échanger quelque chose avec un joli coquillage, vous pourrez plus facilement échanger
que si vous donnez une pierre ou quelque chose qui vous suffit de ramasser par terre en vous baissant. Donc il y a capital quand il y a production des richesses à partir de la rareté. La valeur se constitue avec la rareté. Il y a pour moi donc à ce moment-là capitalisme. Il y a donc des capitalismes préhistoriques, il y a des capitalismes égyptiens. Les constructions de pyramides ne se font que parce qu'il y a du capital, du capitalisme et de la rareté, de la valeur, etc. Il y a un capitalisme probablement sumérien, assyrien, babylonien, un capitalisme gaulois, un capitalisme grec, un capitalisme romain, puis un capitalisme européen. Ce capitalisme européen, il a été féodal, il a été industriel, il a été post-industriel, il est financier, il est virtuel aujourd'hui. Et on voit même apparaître un capitalisme vert. Il y a un capitalisme vert parce que les gens ont bien compris qu'on pouvait qualifier le capital et le capitalisme et que c'était dans cette configuration-là qu'on pourrait vraiment agir. Moi, je propose donc qu'un capitalisme puisse être dit libertaire. C'est-à-dire, on produit les richesses avec les vieilles logiques du capital et du capitalisme, et en ce sens, le capitalisme est indépassable, mais en même temps, on répartit les richesses ainsi produites de manière libertaire. Je propose donc un capitalisme libertaire, c'est l'une des premières définitions du post-anarchisme, et en ce sens, je m'appuie sur le dernier Proudhon, qui défend l'État comme garantie des biens acquis par une révolution anarchiste, révolution par un gouvernement anarchiste, disons-le plutôt comme ça. Il défend le gouvernement anarchiste, il défend la banque anarchiste, Proudhon, et il défend la coopération, la mutualisation, c'est-à-dire un certain type de capitalisme qui est mis en relation avec une distribution qui, elle, sera libertaire. Proudhon prend l'exemple qui parle de l'obélisque de Luxor qui a été placé sur la place de la Concorde à Paris, et il nous dit qu'il a fallu 200 personnes qui ont travaillé pendant 1 heure à l'érection de ce monument qu'on peut toujours voir sur la place de la Concorde. Il dit que ces 200 personnes ont travaillé 1 heure. Imaginez qu'on fasse travailler une personne 200 heures. Il est bien évident que l'obélisque de Luxor serait toujours à Luxor, qu'elle ne serait sûrement pas debout sur la place de la Concorde. Proudhon nous dit il y a donc ce qu'on appelle l'aubaine. L'aubaine, c'est ce que le capitalisme récupère au passage en ne payant pas la force de travail des capitalistes, des ouvriers. Pardon. Les ouvriers travaillent, ils obtiennent avec leur force de travail ce que les capitalistes n'obtiendraient pas sans cette force de travail, et ils ne rémunèrent pas cette force de travail, c'est donc ce que Proudhon appelle l'aubaine. La redistribution de l'aubaine est ce qui définit les modalités du capitalisme libertaire. On produit des richesses par le capital et on répartit de façon libertaire ces richesses produites et on constitue un capitalisme libertaire. Il faut faire donc, je vous disais tout à l'heure, une cartographie du capitalisme, il faut faire également une cartographie des forces en présence. Il y a eu la nation, la souveraineté nationale, les armées nationales, et on pouvait dire qu'il y a une armée française, des frontières françaises, une police française, une armée française, et exactement la même chose avec les Allemands, avec les autres pays ou avec les autres nations. Les nations se sont effondrées. Les frontières ont disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fascisme, au sens où nous l'avons connu dans les années 30, ou tel qu'il se manifeste dans les années 30, il n'existe plus. Il n'y a plus de fascisme armé, casqué, botté, sauf peut-être en Corée du Nord, mais ce fascisme-là a disparu. Il n'y a plus d'État fasciste à proprement parler. Il y a des micro-fascismes. Et ce sont les analyses qui sont faites par Deleuze, par Foucault, mais aussi par Henri Lefebvre, qui a été beaucoup pillé par ces deux-là. Et ce sont des analyses extrêmement intéressantes parce que la cartographie des forces en présence montre que nous avons moins à craindre d'un État qui serait totalitaire, qui serait fasciste, qui serait dangereux, que de relations dans lesquelles il y aurait du fascisme. Il n'y a donc plus de fascisme armé, casqué, botté, mais il y a des micro-fascismes.
c'est moins visible, c'est moins spectaculaire, c'est moins lyrique que le fascisme militaire, parce que le fascisme, c'est par exemple, quand on est un homme, laisser sa femme faire la cuisine, la vaisselle, le ménage ou s'occuper des enfants. C'est considérer qu'il lui revient de droit qu'elle aille faire les courses, qu'elle fasse la vaisselle et la cuisine pendant qu'on regarde la télévision, pendant qu'on joue à un jeu électronique, ou pendant qu'on appelle un copain sur son portable. Ça, c'est le microfascisme. Et ce que cette cartographie nous permet de voir, c'est qu'effectivement, on ne répond pas à des microfascismes comme on répondait à un fascisme. Pas question d'envoyer les chars contre son mari. Et en revanche, il faut des micro-résistances. C'est-à-dire que là où il y a des microfascismes, il faut des micro-résistances, et la cartographie des forces en présence fait la démonstration que le pouvoir ne vient pas d'ailleurs, mais que le pouvoir, il est entre deux personnes dès qu'il y a deux personnes, entre trois, entre quatre, entre cinq, etc. Il y a microfascisme de la part du père du mari à l'endroit de sa femme, mais parfois à l'endroit des enfants envers les parents. Les enfants sont producteurs de microfascisme, bien sûr, en permanence. Ils ne sont d'ailleurs capables que de ça si on ne les éduque pas. Les enfants sont a priori des producteurs de microfascisme. Je suis le seul, je suis le roi, je décide, je veux, j'exige, c'est ainsi, etc. Ce pouvoir n'existe, là encore, que parce qu'on y consent. Ces microfascismes n'existent que parce qu'on n'y oppose pas de micro-résistance. Le post-anarchisme, c'est donc ce qui permet de distinguer des fascismes partout là où ils sont. Partout. Dans un wagon de métro, dans un compartiment de train de chemin de fer, dans un vol d'avion, vous avez un voisin, deux voisins, trois voisins, ou vous avez dans une file d'attente dans un supermarché, au cinéma, ici, dans cette enceinte, il y a des potentialités de microfascisme. Eh bien, il y a des potentialités également de micro-résistance. Ce que dit le post-anarchisme, c'est que ces micro-fascismes, ces micro-résistances sont susceptibles d'être pensés à partir d'une cartographie du réel, pas à partir d'une lecture de Bakounine. Ça ne sert à rien d'aller chercher Bakounine, Kropotkin, ou d'aller solliciter tel ou tel anarchiste canonique pour penser la situation qui est la nôtre, parce qu'elle a considérablement évolué. Aucun anarchiste n'a pensé la question d'Internet. Aucun anarchiste n'a pensé la question de la virtualité. Aucun anarchiste n'a pensé la question de la surveillance, des micros, des caméras, des satellites, des espionnages industriels, des espionnages privés, des espionnages d'ordinateurs, même des espionnages du mari qui regarde le téléphone portable de sa femme, ou la femme qui regarde le téléphone portable de son mari. Ça, c'est un microfascisme. Et probablement autant dangereux, bien plus dangereux que la police qui est susceptible d'intercepter vos mails, d'intercepter vos correspondances, parce qu'on le sait, 95% des couples qui explosent parce que l'un des deux est allé jeter un coup d'œil sur le téléphone portable de son conjoint ou de sa conjointe. Donc effectivement, il faut penser les microfascismes de manière extrêmement concrète. C'est pas très lyrique. On n'est pas dans l'histoire, la fin de l'histoire, les lois de l'histoire, la révolution, l'humanité rénovée, le bonheur pour demain. On est juste dans des petites configurations, des espèces de points de fixation dans lesquels il y a du fascisme. Le post-anarchiste est celui qui se dit « tous les moyens sont bons qui nous permettront de cartographier correctement le réel ». Et pas seulement les anarchistes. Tout l'intérêt d'aller chercher des philosophes qui ne sont pas des anarchistes, on va en parler, des post-anarchistes non plus, mais qui ont pensé le monde tel qu'il est. Je songe à Foucault, qui pense la question des prisons avec son histoire de la folie à l'âge classique. Je songe à Derrida, qui réfléchit à la question de l'hospitalité, ou à René Scherrer, qui lui aussi réfléchit à la question de sexualité des enfants, sexualité des adultes et des enfants. La question est posée, mérite au moins d'être posée. Est-ce que quand on a 15 ans, 14 ans, 13 ans, on a le droit à la sexualité? Si oui, avec qui? Avec des gens qui ont son âge, ou avec des gens qui sont plus âgés? Est-ce que c'est possible? Enfin, toutes ces questions, qui sont les questions de la société, eh bien, elles méritent d'être posées. Simone de Beauvoir, le deuxième sexe, la question de la féminité, la question du féminisme, la question de l'exploitation des femmes, la question de la construction de l'image des femmes. Il s'agit donc d'aller chercher dans toute la littérature philosophique du XXe siècle
des pensées qui sont susceptibles de permettre une cartographie des microfascismes de façon à ce que nous puissions réagir avec nos micro-résistances. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle Le post-anarchisme expliqué à ma grand-mère. J'ai pas de grand-mère, enfin j'en ai une, mais ma mère était d'assistance publique, mon père était âgé, j'ai jamais connu ma grand-mère, donc c'était une façon de m'énerver contre une maison d'édition en France qui fait le racisme expliqué à ma fille, l'antisémitisme expliqué à mon garçon, ça m'énervait un petit peu, donc j'ai voulu expliquer le post-anarchisme à ma grand-mère que je n'ai pas, et j'ai sous-titré ce livre « Le principe de Gulliver ». Vous connaissez l'image au moins si vous n'avez pas vu Swift, et on voit à un moment donné le géant Gulliver qui est arraisonné sur la plage avec des petits liens que les Lilliputiens auront accrochés sur la totalité de son corps. Et je trouve qu'il y a une belle image, sinon une jolie métaphore, parce que le géant avec les Lilliputiens, on a l'impression que c'est perdu d'avance. Le géant, c'est le capitalisme financier, international, planétaire. C'est le libéralisme, c'est le marché qui fait la loi. Les Lilliputiens, c'est nous. Et les Lilliputiens que nous sommes, s'ils sont susceptibles de lier le grand corps du Gulliver, eh bien, nous serons capables de mobiliser Gulliver. C'est-à-dire que c'est une invitation à ce que chacun fasse une révolution qui, si elle est faite seule, produira de toute façon déjà des effets, mais si elle est faite à plusieurs, si elle est confédérée, disons-le comme ça, eh bien, elle produira des effets. Je songe concrètement à ce que pourraient être des mouvements de boycott d'un certain nombre de produits. On le sait très bien, le capitalisme planétaire et financier n'en a rien à faire des élections. En France, par exemple, des élections européennes, des élections nationales, des changements de président de la République. Le grand capital n'en a rien à faire que Mme Le Pen progresse ou que Jean-Luc Mélenchon progresse ou fasse moins ou plus de 10%. Le grand capital, il n'y a qu'une seule chose qui l'effraie, c'est qu'on n'achète plus ses produits. Le grand capital, il n'y a qu'un seul truc qui l'intéresse, c'est le résultat en bourse tous les jours de ses cotations. Donc effectivement, si nous arrêtons de consommer un certain nombre de produits, si nous arrêtons d'acheter un certain nombre de choses, si nous décidons qu'un pays qui produit des fruits, des légumes ou un certain nombre d'objets, si nous décidons de boycotter massivement ces pays-là, l'économie s'effondre. Et l'économie fait la loi dans le libéralisme. On le sait très bien, le marché libre, c'est l'économie qui fait la loi. L'économie, c'est nous. Ça n'est pas ce que dit la Boétie, mais c'est ce qu'aurait pu dire la Boétie. L'économie, c'est nous. C'est ce que nous achetons, c'est ce que nous n'achetons pas, c'est ce que nous mangeons, c'est ce que nous ne mangeons pas. C'est ce dans quoi nous investissons, c'est ce dans quoi nous n'investissons pas. On achète une voiture, on achète deux voitures, on change de voiture, on achète une grosse voiture, on achète une petite voiture, etc. C'est ça l'économie. On achète des produits qui viennent d'Israël ou on n'en achète pas. On achète des produits qui viennent justement d'Amérique du Sud ou qui n'en viennent pas, etc., etc., quand on est européen. L'économie, c'est ça. Et l'économie, c'est nous. C'est pas seulement cette espèce de science prétendument compliquée et faussement dite exacte par les économistes de profession qui viennent utiliser un vocabulaire auquel on ne comprend rien. L'économie, c'est la consommation, c'est la production, c'est l'agencement des consommateurs que nous sommes dans la machine économique, dans la machine de production. Donc, vous voyez comment on peut appliquer le principe de la Boétie, c'est-à-dire que si on ne veut plus que Coca-Cola existe, il suffit de ne plus boire de Coca-Cola. Et c'est bien plus inquiétant pour Coca-Cola que de faire des grandes critiques du Coca-Cola. Si vous voulez que Disneyland s'effondre, n'y emmenez plus vos enfants. Si vous voulez que les parcs du genre Marne-la-Vallée, etc. n'existent plus, n'y emmenez plus vos enfants. Pas besoin de séquestrer le patron, pas besoin de mettre le feu à la maison de Picsou, pas besoin de menacer en posant des bombes, on n'y va plus. On ne le fait plus. On se mobilise et on fait des campagnes générales pour dire qu'en n'y allant plus, effectivement, on met en péril leur économie. Et là, le capitalisme commence à regarder les choses avec inquiétude. Parce qu'il découvre effectivement qu'on a compris qu'on était dans des logiques de servitude volontaire. Je conclus, parce que je crois que j'ai dépassé un petit peu le temps qui m'était imparti, je conclus en disant que
cette proposition qui m'était faite de réfléchir à une citoyenneté rebelle, à la citoyenneté rebelle, elle nous permet effectivement de voir que la révolution n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était précédemment. La révolution, c'est pas pour demain ou après-demain. La révolution, c'est ici et maintenant, tout de suite, dans ce que nous faisons. Quand je disais hier que la philosophie m'intéressait dans la mesure où elle permettait de mener une vie philosophique, eh bien la politique m'intéresse dans la mesure où elle permet de mener une vie politique. Ce qui est intéressant dans les idées politiques, ça n'est pas qu'elles soient susceptibles de débat, c'est qu'elles soient susceptibles d'actualisation. Nous pouvons donc faire la révolution sans prendre le pouvoir. C'est une idée extrêmement intéressante et révolutionnaire aussi, pour le coup. Quand nous prenons le pouvoir, la plupart du temps, on s'installe au pouvoir et le pouvoir corrompt. Le philosophe Alain disait le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Et il avait raison. Et un révolutionnaire qui accède au pouvoir, il sera autant corrompu que ceux qui l'aura remplacé. Lénine, c'était pas mieux que le tsar, etc. Je vous laisse continuer ad libitum, mais effectivement, on peut imaginer que Robespierre, c'était pas mieux que Louis XVI. Et de toute façon, pour nombre de gens, c'était même plutôt pire. Donc, je crois effectivement qu'on doit pouvoir aujourd'hui faire la révolution sans prendre le pouvoir, de manière non sanglante, non violente. Et j'y tiens absolument, parce qu'il y a une ligne de partage dans l'histoire de la philosophie entre les philosophes qui défendent la guerre, qui défendent la violence, présentée comme une contre-violence, mais c'est tout de même une violence, et c'est 80%, 90%, 95% du cheptel politique occidental, et ceux qui disent non. Un philosophe, c'est d'abord quelqu'un qui va penser à tout ce qui est susceptible d'être fait avant qu'on en arrive à la guerre, par exemple. En France, quand il a fallu décider d'aller bombarder l'Irak, d'aller bombarder la Libye, d'aller bombarder un certain nombre d'autres pays, on a eu Bernard-Henri Lévy, on a eu Luc Ferry, on a eu Pascal Bruckner, on a eu un nombre considérable de philosophes qui ont justifié la guerre, qui ont justifié le bombardement de populations civiles. On a fait des morts innocents qui étaient juste coupables d'habiter Bagdad ou d'habiter à Tripoli. Moi, je suis de ceux des philosophes qui pensent que nous devons aujourd'hui pouvoir activer une souveraineté libertaire à partir des individus, à partir des subjectivités, à partir des singularités. Ce sont les individus qui constituent la substantifique moelle de la révolution à laquelle je crois. Sûrement pas la vieille révolution, mais la révolution qui nous permet de changer les choses sans prendre le pouvoir. Elle est donc permanente, cette révolution, elle est individuelle, elle est ici et maintenant, et elle renvoie chacun à sa responsabilité. Pas la peine de chercher des boucs émissaires, les bourgeois, le capital, le capitalisme, les riches, etc., etc. Pas besoin d'être dans le ressentiment, dans la méchanceté, dans la mauvaiseté, dans la joie mauvaise, pour parler le vocabulaire de Spinoza, dans les passions tristes. Il nous faut juste nous remettre au centre de nous-mêmes en nous disant que si nous voulons changer les choses, c'est pas demain, c'est tout de suite. C'est pas avec des grandes idées, des grands débats, des grandes théories, mais c'est avec des petites pratiques qui, quand elles seront communautarisées, quand elles seront fédérées, quand elles seront mutualisées, quand elles seront dans des logiques de coopérative, rendront possible l'immobilisation du géant qu'est Gulliver. Moi qui suis assez désespéré, qui suis plutôt tragique, pas pessimiste, mais plutôt tragique, je pense que c'est une solution d'avenir, que c'est une solution que nous pouvons activer. Elle a le mérite de nous remettre au centre de nous-mêmes, elle a le mérite de nous considérer comme des individus libres, responsables, autonomes, souverains. Et dans la vie, il n'y a rien de mieux que la souveraineté étant l'autre nom de la liberté. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Tomamos un receso, al sonido del timbre ingresamos y redactamos nuestras preguntas para pasárselas al profesor. Los planteamientos, todas las inquietudes son muy heterogéneas, atraviesan
los temas de los conceptos que el profesor ha enunciado en la conferencia. Entonces, en la misma dinámica, traté de hacer, pues, digamos, esa clasificación. No todas se van a leer, pero hay algunas preguntas que agrupan a las otras. Entonces, justo nos dará tiempo, pues, para unas 6 o 5 inquietudes. Ha mencionado a todos aquellos que defienden al individuo. A todos aquellos que han salvaguardado la libertad. Entre ellos Foucault, Deleuze. Por tanto, solo poner 2 ejemplos del siglo XX. Usted les debe algo a ellos. Ahora que se cumplen los 30 años de la muerte de Foucault, ¿cómo ve el camino y la estela que dejó su pensamiento? Alors le temps est venu, je dirais, de pouvoir faire de l'histoire avec Michel Foucault. C'est-à-dire que moi je suis né en 1959, j'ai eu mon bac en 1976, j'avais 17 ans, c'était l'année de parution, je crois, ou l'année d'avant de Surveiller et punir. Je n'avais pas connu l'histoire de la folie, enfin le moment de parution de l'histoire de la folie, c'est un livre que j'ai lu plus tard. Et puis, à l'université, effectivement, Foucault était un contemporain. C'est-à-dire, quand j'ai fait mes études à l'université de Caen, Michel Foucault était un philosophe contemporain dont l'œuvre se faisait. Et on en parlait évidemment, enfin, un de mes enseignants d'épistémologie en parlait avec beaucoup de respect. Et c'était aussi le moment du structuralisme. Par la suite, j'ai quitté l'université, et puis le dernier Foucault, je dirais, celui du retour au sujet, l'histoire de la sexualité, enfin, pas la volonté de savoir, pas le premier, mais les 2 autres volumes qui ont suivi, m'ont passionné. Parce qu'effectivement, c'était le retour du sujet, autrement dit, une espèce d'autocritique de Michel Foucault sur la totalité de son travail. Par la suite, donc il est décédé, comme chacun sait, il est décédé. On a publié les cours au Collège de France, on a publié 10 écrits, 4 très gros volumes d'intervention passionnants de l'époque d'avant l'histoire de la sexualité, de la folie jusqu'au dernier moment. Et donc, penser Foucault de manière globale était difficile pendant un certain temps. C'était en train de se faire, l'œuvre n'était pas terminée, l'œuvre n'était pas achevée par les œuvres posthumes, les publications posthumes. Les biographies sont parues, et moi qui suis un grand défenseur de ce que j'appelle la déconstruction existentielle, c'est-à-dire la mise en perspective de l'œuvre complète des correspondances, il n'y a pas eu de correspondance de Foucault, mais des correspondances et des biographies, de fait, j'ai enfin pu faire un travail qui m'a permis de le penser globalement. On est impressionné quand on est étudiant à l'université, qu'on a 17 ans, 18 ans, 19 ans, par Foucault, le Collège de France, l'histoire de la folie, et il y a une espèce d'argument d'autorité qui est donné par l'institution, et on prend connaissance. On n'a pas de lecture critique, on prend connaissance. C'est plus tard qu'on peut faire une lecture critique, et de fait, Foucault a quand même été très très divers. Entre le Foucault d'avant l'histoire de la folie, plutôt gaulliste, politiquement, qui travaille pour Fouché, c'est-à-dire avant mai 68, qui travaille pour le pouvoir gaulliste en place. On découvre l'homosexualité de Michel Foucault, le rôle que l'homosexualité joue dans sa vie quotidienne. C'est un personnage tourmenté. Et tourmenté, c'est peu de le dire, c'est-à-dire qu'il souffre beaucoup, dont la chambre à l'école normale supérieure n'est pas bien loin de l'infirmerie en cas de besoin. Il y a de l'automutilation chez Michel Foucault, il y a des tentatives de suicide, il y a une douleur immense à être et à vivre. Donc, de fait, Foucault l'a dit lui-même, son œuvre est autobiographique.
Moi, je le dis depuis très longtemps, et ça me vaut la détestation de l'institution, mais je pense que toutes les œuvres sont autobiographiques, et celle de Foucault plus qu'une autre, qui plus est quand Foucault nous dit que son œuvre est autobiographique. Donc, une personnalité aussi troublée, aussi tourmentée, ne pouvait pas avoir une œuvre linéaire, simple. C'est une œuvre chaotique. Il y a au moins 3 temps, pour aller vite, on pourrait faire des sous-divisions, mais au moins 3 temps. Je dirais le temps de l'histoire de la folie, c'est un temps dont j'ai découvert par la suite qu'il était la méthode globale de Foucault, et ça vaut pour les 2 autres temps. C'est une méthode qui suppose que le réel n'existe que par l'archive qui la raconte. Et je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'archive qu'il n'y a pas de réel. On peut interroger autre chose que les bibliothèques et les archives pour accéder au réel. Par exemple, quand Michel Foucault fait l'histoire de la folie, il fait moins l'histoire de la folie que l'histoire des archives qui disent la folie. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Quand Michel Foucault fait l'histoire de la prison, avec Surveiller et punir, il fait plutôt l'histoire des archives qui disent la prison. Et le réel n'est pas tout entier dans l'archive qui est censé le dire. Donc je trouve que c'est une œuvre qui, en ce sens, est faite par les intellectuels pour les intellectuels, qui ne sort pas de la bibliothèque, même si elle produit des effets qui sont de toute façon des effets qui débordent Michel Foucault. Je pense que quand Michel Foucault écrit son histoire de la folie, il résout un problème personnel qui est sa folie. Par la suite, mai 68 va arriver, et ce qui est assez singulier, c'est que ce ne sont pas des gens qui ont fait mai 68, mais c'est mai 68 qui a fait ces gens-là. Avant, Michel Foucault, il est très opportuniste, il est très carriériste, il est de l'université de Clermont-Ferrand. Il n'y a pas de TGV, il n'y a pas d'avion, c'est compliqué, Clermont-Ferrand, Paris. Paris, c'est l'endroit des intellectuels, c'est l'endroit des livres, c'est l'endroit des conférences, c'est l'endroit où sont les philosophes qui comptent et qui importent dans une carrière. Et Foucault et Deleuze sont tous les 2 profs à Clermont-Ferrand et n'ont qu'un seul désir, c'est de remonter sur Paris. Ce sont des opportunistes qui veulent faire carrière à Paris. Et quand mai 68 surgit, ils sont surpris, comme tout le monde. Pas que le général de Gaulle, qui n'a pas compris mai 68, Barthes n'a rien compris, Lévi-Strauss n'a rien compris à mai 68, ni Foucault, ni Deleuze, etc. etc. Quand il comprend que mai 68 a eu lieu, effectivement, il produit une autre œuvre. Et mai 68 produit une autre lecture de son travail, c'est-à-dire qu'on oublie qu'il a travaillé sur l'archive, et puis d'un seul coup il devient le maître à penser de l'antipsychiatrie, avec son histoire de la folie. Il devient le maître à penser du groupe qui lutte contre la prison, qui lutte contre les quartiers de haute sécurité. Et d'un seul coup, il devient une intellectuelle emblématique, et il continue à travailler dans une perspective qui est celle du structuralisme. Ça, c'est le deuxième Foucault. Ce deuxième Foucault ne me plaît pas beaucoup, parce que pour le coup, c'est tout le structuralisme qui me déplaît. Le structuralisme, c'est vraiment la continuation du platonisme dans l'histoire de la philosophie. C'est-à-dire que on considère qu'il n'y a pas de sujet, on considère qu'il n'y a pas d'histoire, on considère qu'il n'y a pas de contexte, on considère que le texte fonctionne sans contexte indépendamment de celui qui l'écrit. Et puis, summum de la démagogie, on finit par dire qu'il n'y a pas une vérité intrinsèque du texte et de son sens, mais que la vérité du texte est donnée par le lecteur. C'est-à-dire que Flaubert compte moins que le lecteur de Flaubert. Et Flaubert est moins important que Flaubert, je dirais, parce que ce qui importe, c'est le scripteur, qui est susceptible d'être l'objet des structures qui le déborderaient et qui le recouvriraient. Donc les structures diraient la vérité, le sujet n'existerait pas. Foucault annonce la mort de l'homme, et ce moment-là est assez pénible d'un point de vue philosophique, parce que c'est un grand moment d'intellectualisme pur, mais qui fait quand même qu'on oublie le réel, quoi. On oublie le prolétariat, on oublie le peuple, on oublie l'histoire, on oublie le libéralisme, on oublie les questions qui se posent véritablement, le totalitarisme, l'Union soviétique, le marxisme concret, etc., etc. Et puis il y a le dernier Foucault, qui pour le coup m'emballe, parce que c'est un Foucault qui donne tort aux 2 précédents. C'est un Foucault qui cesse de penser l'archive, encore que, mais qui pense qu'effectivement la réalité c'est le corps.
c'est la chair, c'est le corps sexué, c'est sa sexualité à lui, c'est lui homosexuel, se posant la question de la possibilité de vivre une homosexualité sereine dans un corps sexué qui n'est plus du tout ce que disait la volonté de savoir. La volonté de savoir est un texte qui nous dit qu'on n'a jamais réprimé le sexe et que le sexe n'a jamais été autant libre que pendant 1 ou 2 siècles où l'archive a pu montrer justement qu'il était libre, ce qui est une bêtise, évidemment, et Foucault consent à cette bêtise, puisque le plan qu'il annonce, le projet qu'il annonce dans ce volume 1, il explose complètement, ce plan, disparaît au profit des 2 derniers livres qui, pour le coup, moi, me passionnent, c'est le souci des plaisirs, l'usage de soi. Et donc, ce sont deux grands livres qui nous disent qu'il faut repenser le sujet, qu'il faut repenser le corps, qu'il faut repenser la place du sujet et du corps du sujet dans l'histoire. Et là, je me dis, voilà, on a un grand Foucault et le sida l'emporte. Donc effectivement, je suis admiratif d'un trajet biographique de souffrance et de douleur chez Michel Foucault. Je ne suis pas admiratif d'un trajet politique qui a été extrêmement fluctuant, qui a été gaulliste, qui a été communiste, qui a été maoïste, et puis qui sur la fin a été libéral. Je ne suis pas admiratif du Foucault qui nous dit que l'arrivée de l'ayatollah Khomeini en Iran est un grand espoir, parce que la théologie va mettre un peu de morale dans la politique et que la politique en a bien besoin. Je ne suis pas sûr que l'Iran de Khomeini ait mis la morale au centre de ses préoccupations. Foucault n'a pas vu que la théocratie était en train de prendre la place en Iran et que le Shah d'Iran c'était sûrement pas extraordinaire, mais que son occidentalisme, notamment le statut des femmes, notamment le statut de la laïcité, même si c'est pas un régime extraordinaire, mais enfin que le Shah d'Iran c'était sûrement moins liberticide que l'Iran de l'ayatollah Khomeini. Donc effectivement il y a eu des erreurs, il y a eu des errances, mais nonobstant tout ça, ce qui m'intéressait chez Foucault, c'est ce vers quoi il allait. Et d'une certaine manière, je pense que la philosophie en est encore là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose à penser du côté du sujet, du côté du corps, du côté de la chair sexuée? Est-ce que la philosophie antique nous permet de penser ces choses-là? Plus tard, que les stoïciens, les cyniques, il a beaucoup travaillé sur ce corpus-là. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il ne s'était pas complètement libéré de l'archive. Mais je trouve qu'il faut prendre appui sur ce dernier Foucault-là pour continuer le combat qu'il avait engagé et que la mort lui a empêché de mener jusqu'au bout. Hay una pregunta en francés, él la va a leer. Para ahorrar tiempo, las voy a anunciar en español y él la lee ya. Bueno, para el público, ¿qué piensa usted del voto en blanco como la posibilidad de una nueva ciudadanía revolucionaria? Y, perdón, para que la tenga ahí, hay dos que se enlazan. ¿Qué rol tendrá el Estado en promover el capitalismo libertario y las microresistencias? ¿Cómo hacer microresistencias en un contexto de necesidades básicas insatisfechas? ¿No termina siendo una propuesta burguesa? Alors sur la question du vote blanc, la question est moins le vote blanc que la question du vote tout court. Je ne suis pas bien sûr que le vote soit la meilleure expression de la démocratie quand on sait que les électeurs sont conditionnés par les médias, par la presse et par Internet, qui ne sont pas des grandes instances libertaires. C'est
Condorcet qui disait les choses assez justement concernant le suffrage universel. Il trouvait que c'était la meilleure des choses si les citoyens étaient éclairés. Et c'est ce qui m'anime en 2002 quand je crée l'Université populaire à Caen. C'est effectivement de dire qu'il n'y a rien de mieux que le vote d'un citoyen quand un citoyen est éclairé. S'il n'est pas éclairé, il n'y a rien de pire. Quand Hitler arrive au pouvoir, il n'arrive pas au pouvoir avec un coup d'État. Hitler, il arrive au pouvoir parce que les gens ont voté pour lui. Donc le vote, c'est pas une panacée pour moi. L'expression de la démocratie par le vote et le suffrage universel, c'est pas une panacée non plus. De sorte que il faut aujourd'hui faire une cartographie de ce que sont les idéologies du moment. Il y a eu des idéologies faciles à identifier, le christianisme, le marxisme, le maoïsme, bon, c'était facile à voir, mais l'idéologie aujourd'hui, elle est plus insidieuse, moins visible, et elle a des moyens d'être plus puissants que n'avaient les fascistes armés, casqués et bottés. Parce qu'elle a, cette idéologie, les médias pour elle, elle a l'insinuation, elle a le matraquage, elle a les moyens tous les jours, en permanence, avec les objets, avec la télévision, avec Internet, avec le téléphone, elle a les moyens d'imposer sa loi et sa vision du monde. C'est le néolibéralisme, c'est le marché qui fait la loi de manière planétaire, qui est aujourd'hui le totalitarisme dans lequel nous vivons. Pas à nos portes, nous vivons dans ce totalitarisme-là, et un totalitarisme qui se déguise, qui se travestit, et qui se montre sous les meilleurs aspects. On défend l'Europe en France, on nous explique que l'Europe c'est la liberté, que c'est le plein emploi, que c'est la fin du chômage, que c'est l'amitié entre les peuples, etc., etc. Ça fait 25 ans qu'on nous enseigne ça. Et ça fait 25 ans qu'il y a des guerres, que le chômage augmente, que tout ce qui était social en Europe disparaît, la sécurité sociale, la retraite, le temps de travail, les conditions de travail, tout ça disparaît. On s'empoisonne tous les jours en mangeant des produits toxiques, des produits avariés, des produits dangereux, des poisons. On le fait au quotidien sans difficulté parce que de toute façon on n'a pas le choix, on ne mange que ça. Donc je pense que le problème il n'est pas dans le vote blanc en disant on va chercher les moyens de changer de maître et il faudrait qu'on puisse intégrer dans la comptabilité les votes blancs. Je me suis posé la question moi du vote. Pendant très longtemps j'ai dit qu'il fallait voter parce qu'il valait mieux un régime qui nous disait moi si je suis au pouvoir j'abolis la peine de mort plutôt qu'un régime en face qui nous disait moi je le maintiens. Je pensais à une époque qu'il valait mieux un régime qui nous disait moi je libéralise l'avortement plutôt qu'un autre qui nous disait moi je criminalise l'avortement. Je pensais qu'il valait mieux un gouvernement qui nous disait la retraite à 60 ans plutôt qu'un autre qui nous disait la retraite à 65 ans. Et puis aujourd'hui, je n'y crois plus parce que cette gauche susceptible d'arriver au pouvoir en France, cette droite susceptible d'arriver au pouvoir en France, ce sont des modalités d'un même libéralisme, donc on change de style. Mais finalement, c'est à peu près tout. Et quand on nous demande de voter sous prétexte d'exprimer une souveraineté, de faire fonctionner la démocratie, etc., on nous demande juste de choisir un maître. Donc choisir un maître en votant positivement en France pour Hollande ou pour Sarkozy, ou en votant négativement en disant je vote blanc, pour moi c'est quand même choisir son maître. Donc depuis quelque temps je ne vote plus. Je considère que c'est plus là que la politique doit se faire, et je ne me déplace plus parce que je sais ce que ça donne, et quand on a Hollande ou Sarkozy, c'est un changement de personnage mais pas de politique. Voter pour l'Europe la fois prochaine, dans une quinzaine de jours en France, de toute façon, ça ne changera rien à cette politique-là. L'Europe continuera. Quand en 2005, les Français ont voté contre le traité européen, on leur a dit vous avez voté contre, mais vous l'aurez quand même. Et donc, on est repassé par le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale plus le Sénat, et députés de gauche et députés de droite ont voté contre l'avis du peuple qui avait été contre ce traité-là. Et ça, je dois dire, ça m'a vacciné. Donc, je pense que la question du vote blanc n'est pas vraiment la question d'actualité. La question de l'État, du rôle de l'État. Oui, effectivement, il y a une idéologie dominante chez les anarchistes qui consiste à dire que l'État, c'est obligatoirement un instrument d'exploitation. Mais l'État, c'est un instrument. Donc, avec un couteau, on peut peler une pomme et on peut tuer son voisin. Avec une corde, on peut sortir une voiture du fossé et puis on peut se pendre. Donc, l'État, c'est la même chose. L'État, ça peut être l'instrument de l'exploitation, mais ça peut être aussi l'instrument du progrès social.
Ce ne sont pas les révolutions qui ont supprimé la guerre, qui ont supprimé la peine de mort en France, ce ne sont pas les révolutions qui ont rendu possible l'avortement, la contraception, ce ne sont pas les révolutions qui ont fait qu'on a pu envoyer les faiseuses d'anges, comme on disait, c'est-à-dire les avorteuses clandestines, qu'on les a pu envoyer en prison ou à l'échafaud. Je vous rappelle qu'il n'y a pas encore très longtemps, sous Pétain, on décapitait les femmes qui faisaient les avortements. Ce ne sont pas les révolutions, c'est l'État. Donc je pense que l'État peut jouer un rôle positif, et c'est ce que dit le dernier Proudhon, non pas celui de qu'est-ce que la propriété, mais celui de théorie de la propriété. Et ce Proudhon-là dit, mais comme c'est un instrument, mettons-le au service de la révolution libertaire. C'est-à-dire qu'il faut de l'immanence, il faut des coopérations, il faut des mutualisations, il faut toutes ces choses-là, mais en même temps, il y a un moment donné où il faut une espèce de pouvoir qui concentrerait ou qui fédérerait les fédérations. C'est-à-dire que si 2 ou 3 personnes se fédèrent dans un village, il faut bien que le village se fédère dans un canton, que les cantons se fédèrent dans un département, que les départements se fédèrent dans une région, que les régions se fédèrent dans une nation qui elle-même peut être fédérée avec cet instrument qu'est l'État. Donc je ne suis pas contre l'État si l'État sert les intérêts libertaires. Je pense même qu'il peut garantir les intérêts libertaires, là où ils sont évidemment toujours en danger. Quant à la troisième question, sur l'aspect, est-ce que les micro-révolutions ne sont pas un peu bourgeoises, puisqu'il y a quelque chose comme un peu d'ironie, voire d'agressivité dans cette question, je répondrai sur le même terrain en pensant qu'il y a peut-être plus petit bourgeois encore, qui consiste à dire « je suis un révolutionnaire, mais je vis en bourgeois ». J'ai ma carte dans un parti révolutionnaire, mais je vis en bourgeois. J'attends la révolution pour demain, mais en attendant, je m'arrange bien du marché comme il fonctionne. Et je passe ma vie à être un révolutionnaire professionnel, mais à profiter de la bourgeoisie et des avantages de la bourgeoisie. Donc on attend la révolution pour demain, et comme elle n'arrive jamais demain, c'est pas non plus après-demain, puis c'est pas non plus le jour suivant, on passe sa vie à faire semblant de se croire révolutionnaire, et on vit en petit bourgeois. Quand Maurice Thorez vit en Union soviétique, il se fait ramener par avion spécial du caviar de chez Fauchon. Et c'est un révolutionnaire, Maurice Thorez, bien sûr. Je suis bien sûr que Maurice Thorez ait beaucoup fait pour la cause révolutionnaire. En France, c'est un petit peu la même chose. Je ne suis pas sûr que Mélenchon fasse beaucoup pour changer la vie quotidienne des ouvriers, du prolétariat, des exploités, des miséreux, etc. Mais il fait l'éloge de la révolution. Mais il ne la fait pas. Et moi, je préfère effectivement qu'on la fasse petitement. Je dis à chacun, on peut toujours juger petit bourgeois la résistance à l'oppression ou à l'exploitation, mais je dis commencez par ça déjà. Donnez l'exemple. Donnez l'exemple. C'est toujours facile d'être lyrique en empoignant des grands concepts. La révolution, le prolétariat réalisé, les contradictions effacées. On peut toujours jouer la carte révolutionnaire, ça ne mange pas de pain, et de toute façon, ça n'arrive jamais. Et quand la révolution arrive, il arrive des barbelés, des camps, du goulag, et ce sont les mêmes qui traitent de petits bourgeois, ceux qui disent que peut-être on n'a pas fait la révolution pour des camps, pour des barbelés, et pour des polices politiques. Ce sont les mêmes qui disent que ce sont des petits bourgeois qui récriminent à la tyrannie quand elle est de gauche. Ce sont les mêmes qui disaient de Camus qu'il était petit bourgeois, pendant que Sartre vivait en petit bourgeois chez sa mère qui faisait sa déclaration d'impôt. Donc, je pense que petit bourgeois est une insulte marxiste et qu'on n'avance pas beaucoup en traitant les gens de petits bourgeois. Je pense qu'en revanche, la révolution, quand elle est susceptible d'être pratiquée au quotidien, c'est plus exigeant. Parce que j'en ai connu des révolutionnaires qui, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, laissaient la vaisselle à leurs femmes, la cuisine à leurs femmes, l'éducation des enfants à leurs femmes, mais ils se disaient féministes aussi, bien sûr, hein, ils étaient féministes. Ils faisaient la révolution justement pour qu'on arrête l'exploitation des femmes. Mais c'était demain, la révolution pour les femmes. En attendant, balayer la maison. Donc effectivement, je demande l'exemplarité. C'est plus exigeant. Je demande aux communistes qu'ils soient communistes ici et maintenant, pas demain. Je demande aux socialistes qu'ils partagent ici et maintenant, pas demain. Je demande aux écologistes qu'ils vivent une vie écologiste, pas qu'ils vivent la vie écologiste demain ou après-demain. On n'est pas obligé d'être communiste, on n'est pas obligé d'être socialiste, on n'est pas obligé d'être écologiste, on n'est pas obligé d'être chrétien non plus. Je demande aux chrétiens qu'ils partagent, qu'ils pratiquent l'amour du prochain, qu'ils donnent tout leur argent aux pauvres, qu'ils pardonnent les péchés.
Et c'est plus compliqué, évidemment, c'est comme les révolutionnaires. Je dis aux révolutionnaires, vous l'êtes, très bien, montrez-le tout de suite. Comment le montrez-vous? Moyennant quoi, les révolutionnaires qui ne le montrent pas ici et maintenant sont des petits bourgeois. Reúno alrededor de tres o cuatro preguntas acá. ¿Cómo pensar una cartografía de la educación mediante esas prácticas libertarias y una pues que de alguna manera complementa? ¿Se puede ser libre siendo esposo, papá, mamá, hijo? ¿O hay que estar solo? ¿Es posible pensar hoy día en un Diógenes? ¿Por decisión propia y no por simple necesidad? Sur la première question, éducation libertaire, j'en ai un petit peu parlé hier. Donc, oui, je pense qu'on peut, je vais reprendre un petit peu dans la foulée de ce que je disais tout à l'heure, on peut penser l'éducation dans l'absolu pour demain. Et on peut la penser ici et maintenant, présentement. C'est-à-dire que moi, ce que j'attends, c'est que les libertaires créent des écoles pour les libertaires. Que les libertaires qui ont eu le malheur de faire des enfants, ça je réponds déjà un peu à la deuxième question, mais les éduquent en libertaires. Et que cette pratique-là, elle soit éminemment concrète, qu'on n'attende pas demain en disant demain, dans la révolution libertaire, nous éduquerons nos enfants comme ceci ou comme cela. Non. Je crois que les éducations, elles ne sont pas non plus qu'institutionnelles. Quand je faisais l'éloge de la poésie tout à l'heure, je disais qu'ils nous invitaient, c'était ça qui pour moi était intéressant, ils nous invitaient à pratiquer notre option politique. C'est-à-dire qu'il y a l'école, bien sûr, mais il y a les parents. Les parents sont les premiers éducateurs. Déjà dans le ventre de la mère, il se passe plein de choses. Entre le moment où l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent jusqu'au moment où l'enfant naît, il y a déjà une éducation de l'enfant in utero. Donc il faut déjà le savoir. Et quand on est mère, père aussi bien sûr, enfin quand on est mère, il y a déjà plein de choses qu'on ne devrait pas faire. On devrait manger différemment, on ne devrait plus boire, on ne devrait pas fumer, on ne devrait pas ingérer un certain nombre de substances, on ne devrait pas être stressé. Enfin il y a un comportement hygiénique, une espèce de diététique qui devrait commencer par être mise en pratique, parce que justement l'éducation ça commence avec ça. Il y a l'arrivée au monde, donc là aussi on est dans l'éducation quoi qu'on fasse. C'est 24 heures sur 24 l'éducation d'un enfant. C'est pas avec des horaires de fonctionnaires, c'est tout le temps, c'est nuit et jour, c'est surtout, et surtout les sujets. Voilà pourquoi je n'ai pas fait d'enfant, parce que je m'estime incapable d'être à la hauteur de cette exigence-là. Je trouve qu'on est fatigué, qu'on est crevé, qu'on travaille, qu'on rentre chez soi, qu'on a envie d'un peu de se reposer, d'un peu de télévision, d'un peu de souffler, quoi. Et les enfants sont là, exigeant ce à quoi ils ont droit, puisqu'ils n'ont rien demandé et que les parents leur ont infligé l'existence. On est tous là parce que des parents ont décidé de nous infliger l'existence, on n'a rien demandé. Donc dans un premier temps, les enfants ont tous les droits, tous ces droits-là, ils les ont, les enfants. Ils ont le droit de dire j'ai besoin, j'ai envie, je suis là, etc. Après, il faut éduquer. Il faut dire à l'enfant tes exigences sont légitimes, mais il faut juste savoir qu'autrui il existe. Et qu'on n'est pas seul. Et qu'on doit renoncer à un certain nombre de ses désirs. On apprend la dialectique du principe du plaisir et du principe de réalité. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas réaliser tous ses désirs. 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour devant l'écran. Que ce soit l'écran de télévision, l'écran de leur téléphone portable, l'écran de leur ordinateur.
Parce que pour le coup, l'éducation, elle est faite par ces machines-là. Les parents n'éduquent plus leurs enfants quand ils les laissent en tête à tête avec ces instruments qui leur remplissent le cerveau de toutes les débilités que le marché propose. C'est fait pour ça, la télévision, Internet, les jeux, ou l'indigence des communications entre les gamins qui, à 2 h du matin, s'échangent encore des messages dans une langue qui n'a plus rien à voir avec le français. Une espèce de sabir avec une expression... enfin, vous connaissez les choses. Pendant ce temps-là, on ne dort pas. Pendant ce temps-là, on ne se fabrique pas un cerveau. Parce que dormir, c'est se fabriquer un cerveau. C'est pas seulement laisser les parents tranquilles, c'est permettre au corps de se développer normalement, permettre au système nerveux de se développer normalement, permettre au cerveau de se développer normalement, de sorte qu'à une vingtaine d'années, normalement, un enfant est censé pouvoir se concentrer 1 heure. Les enfants ne savent plus se concentrer 1 heure. C'est plus possible. On est dans des logiques qui sont des concentrations de 10 secondes, 15 secondes, et pas au-delà. Et les pédagogues aujourd'hui nous disent que